situé au Théâtre de l'Odéon, dans le 6e arrondissement à Paris, et on est en train de faire un stage organisé à l'initiative de Marielle Vanier d'initiation à l'audiodescription. Le groupe est constitué d'enseignantes du secondaire qui ont voulu se former, ou du moins déjà découvrir cette technique en fait qui propose de rendre accessible à des personnes malvoyantes ou aveugles les spectacles. Et on en avait déjà parlé, Clémence, tu te souviens, il y a quelques années. C'était bien sûr la question de l'accessibilité au spectacle à tous les publics. Ça, c'est une vraie question, on en avait discuté. Mais dans l'échange que nous avions eu à cette époque-là, ce qui m'avait été intéressé, c'était l'idée de se dire comment on travaille en inclusion avec des élèves lorsqu'on a des publics différents. Et je me suis rendu compte dans ce que me disait Clémence, dans son approche et dans ce qu'elle développait, c'est que en fait, il peut y avoir une complémentarité, enfin le travail de l'audiodescription, il développe aussi chez des élèves qui n'ont pas forcément de handicap, dans le cadre de la classe, des compétences d'écriture. J'ai essayé de réfléchir, ce qui était un enjeu, à transmettre ma pratique. Je veux dire, quel mot, comment on la rend intelligible pour des personnes qui ne connaissent pas forcément en quoi ça consiste et qu'est-ce qui peut, quel intérêt il peut y avoir. Et ce qui nous a tout de suite paru important avec Coralba, c'était qu'il y a un volet pratique, même très court, même de quelques minutes, où les personnes expérimentent le travail d'écriture d'une audiodescription en visionnant un extrait d'un spectacle. Là, c'est la ménagerie de vers sur lesquels les enseignants travaillent là actuellement. Et en fait, parce que je pense que c'est fondamental d'essayer d'expérimenter concrètement ce que ça veut dire. Les grands principes, on les dit finalement assez vite, hein, c'est donner des indications scéniques sur un spectacle aux personnes qui ne peuvent tout simplement pas voir qu'un acteur sourit ou qu'un acteur s'avance. En fait, ils écrivent pour, c'est écrire pour, et quand on écrit pour quelqu'un, pour un destinataire qui n'a pas les mêmes outils, les mêmes sens disponibles que soi-même, eh bien, c'est aussi un exercice sur la maîtrise de la langue. Donc il y a un intérêt à la fois scolaire, qui est d'écrire, c'est une compétence langagière. On a pu découvrir un métier, une pratique, l'audiodescription, grâce à une audiodescriptrice qui nous a parlé de son métier. En fait, l'audiodescription, c'est donc une façon de rendre le théâtre accessible à des personnes malvoyantes ou non-voyantes, avec des audiodescripteurs qui vont décrire tout ce que les personnes ne peuvent pas voir et qui se joue sur scène. Par exemple les costumes, les attitudes des acteurs, tout ce qui n'est pas verbal, tout ce qui ne peut pas s'entendre. Donc on a eu une description d'abord théorique en fait, de cette pratique. On a envisagé aussi tout ce qui pouvait être fait avec nos élèves par rapport à cette pratique, à quel point ça pouvait être riche aussi pour eux en français. Et aussi évidemment le fait que des élèves handicapés pouvaient venir au théâtre. Et après on a eu le droit à une pratique. Moi je me suis inscrite parce que l'idée de l'inclusion du public c'est quelque chose qui m'intéressait et puis aussi pour essayer de voir comment on pouvait inclure aussi nos élèves dans ce travail-là. Les enseignants et les enseignantes qui étaient là ont été enchantés par ce sujet et cela les a non seulement fait réfléchir sur cette question essentielle qui est celle de l'inclusion de tous les publics, y compris dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, mais également permis de donner des sources d'inspiration pour des scénarios pédagogiques. Je dirais juste que c'est quelque chose qui peut être fait avec un travail qui peut être envisagé avec les jeunes gens aussi, de classe de collège ou de lycée, hein, mais les deux sont possibles, qui prend la forme d'un stage, d'une initiation à l'audiodescription aussi pour eux, puisque en fait ce qui est intéressant, on est quelque part pour les personnes malvoyantes et aveugles, on est des passeurs, toute proportion gardée évidemment, des passeurs d'un spectacle. On passe par nous pour essayer de rentrer dans un spectacle. Et donc c'est une manière pour nous de lire un spectacle, de repérer le travail de mise en scène, de repérer le travail qui a été fait dans les décors, dans les costumes, dans les expressions, dans le travail avec les acteurs. Ainsi,
comme manière de comprendre un spectacle, d'approcher un spectacle, ça peut être intéressant de faire ce travail avec les élèves. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on décrit? Qu'est-ce qu'on peut décrire d'un spectacle? Déjà, pour commencer à analyser un spectacle, souvent c'est très difficile quand on vient de voir un spectacle de l'analyser ou on ne sait pas. Et bien déjà, un des moyens, c'est juste de décrire une séquence. Et ça peut être une porte d'entrée vers l'analyse d'une pièce. C'est aussi l'envie de découvrir ce métier par lui-même parce que je m'intéresse à différents métiers du théâtre, que j'ai peut-être envie aussi d'évoluer professionnellement. Je ne suis pas sûre de continuer à être professeur, même si j'aime bien ce métier, mais il y a aussi d'autres choses qui m'attirent, notamment au théâtre. Donc voilà, j'ai envie d'explorer aussi des pistes professionnelles pour moi. J'ai rencontré un jeune homme une fois qui m'a dit « le théâtre c'est le Moyen-Âge ». Ça m'a fait rire parce que pour lui le théâtre ne pouvait pas être moderne. Et bien en fait, je pense qu'il peut l'être, mais il ne faut pas effectivement oublier son origine complètement archaïque. Et c'est là sa force. C'est à la fois son extraordinaire modernité, parce que là il développe des outils géniaux à travers la vidéo, le travail sonore que font les équipes et en lumière et en scénographie, mais il y a aussi quelque chose de très archaïque qui est là toujours. Il y aura toujours, même je suis persuadée que dans 3000 ans, il y aura encore des gens, s'il y a encore des humains, qui feront du théâtre. En réalité, on a très très vite perçu, même avant d'être mis en situation, que devoir décrire ce qui se passe sur scène, pour quelqu'un qui ne le voit pas, nous met dans une situation très concrète, qui oblige à décrire, à dire, à voir et à voir différemment, à déplacer le regard aussi. Et pour un élève, pour une classe, ça change absolument tout en termes de scénarisation, que de le mettre en situation d'avoir vraiment besoin de développer la compétence langagière. Alors la pratique, on nous a donné des extraits de pièces, on devait visionner les extraits et ensuite on devait essayer à partir du texte de placer nos audiodescriptions. Alors on n'a pas tous eu les mêmes extraits avec les mêmes difficultés, mais en fait c'était très enrichissant sur toutes les réflexions sur la mise en scène, sur le texte, sur plein de choses, même sur notre regard propre là-dessus, et puis sur nos regards d'enseignants, sur nos pratiques, c'était hyper enrichissant. Je dirais que pour le théâtre, moi ce que j'adore, et là où il peut avoir vraiment son intérêt, c'est que c'est un pas de côté. C'est un rythme qui est complètement différent du rythme fou que nous avons tous aujourd'hui avec les réseaux, avec nos vies qui sont toutes trépidantes et tout ça. Et le théâtre propose de se poser de 2 heures, 1h30, 2 heures, 3 heures, il propose un autre temps. Il propose une expérience où on doit être complètement avec les acteurs et qui nous pose une question. Une question qu'on a peut-être appréhendée, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'être un père, mais ça nous pose une question en faisant un pas de côté, en passant par Shakespeare par exemple, en montant le roi Lear, et en l'appréhendant d'une manière très différente. Et moi c'est ça qui m'intéresse dans l'art, c'est de bouleverser le point de vue. Si je vais au théâtre, c'est pour voir quelque chose d'inattendu, que j'ai pas l'habitude de voir. Et je pense que c'est là où c'est intéressant pour les élèves. Il me semble que aujourd'hui, bien sûr, on a été sur des questions d'inclusion, on a été sur des questions de scénarisation pédagogique, mais on est aussi sur une réflexion pleinement artistique sur la spécificité du langage artistique qu'est le théâtre, puisque en creux, c'est bien cela qu'on interroge aussi. Alors, l'équipe enseignante qui a participé au stage va aller découvrir un spectacle aux Ateliers Berthier qui s'appelle Eda. C'est une variation d'après Eda Gabler, la pièce d'Henrik Ibsen, qui a été mise en scène par Aurore Fattier, une metteur en scène belge, et ils vont bénéficier de l'audiodescription qui est proposée ce soir-là. Voilà, et je me réjouis par avance d'avoir leur réaction à la fin du spectacle. Je vous ai laissé le texte tel qu'il est édité. Et c'est là, alors voilà, c'est là où il y a un intérêt pédagogique qui peut exister pour les élèves, c'est-à-dire aussi, c'est là où on arrive bien à comprendre la différence entre un texte de théâtre et sa mise en scène. On mesure les choix qui sont faits par le metteur en scène, il y a des didascalies qui sont respectées, d'autres non. Voilà. Et puis, ça dépend des auteurs. Lui, Tennessee Williams, il est très bavard, donc il va extrêmement détailler son décor et tout ça. Donc, vous visionnez une première fois votre extrait,
vous lisez aussi la scène, je vous invite aussi à lire la scène et peut-être à identifier parmi les didascalies ce que vous pouvez garder. Parce qu'évidemment, on ne part de rien avec Caroline, on se sert des didascalies, parce que des fois, les didascalies disent très clairement ce qui se passe sur la scène. Mais parfois, non. Et donc, c'est là où le travail d'écriture va être amorcé. Et donc là, vous pouvez déjà signaler les moments où vous pouvez prendre la parole. En fait, c'est le début du spectacle et c'est quand Amanda revient de l'école pour être dactylo, où elle pensait croiser sa fille et puis en fait, elle ne pensait pas la croiser, mais elle voulait juste dire aux enseignantes qu'elle était souffrante et en fait, elle s'est rendue compte que sa fille Laura n'est jamais venue. Cette discussion n'est pas terminée. Tu vas écouter et ça suffit. Avec des insolences. J'ai un peu de patience. Et donc il faut inverser l'ordre, c'est ça? Ouais, c'est ça. On comprend qu'elle l'entend venir, mais on la voit pas encore. Ok. Planque la cuvette. Non, on ne sait pas ce qu'elle planque. Elle planque un truc. Mais je sais pas quoi. Donc. Attends, moi il faut que je vois le début. Bon, là il y a un noir, donc il y a le rideau s'est baissé, il y a des petites notes de piano, on peut se dire la musique n'est pas très forte, on a le temps de parler. D'accord, et donc on parle comme si c'était déjà en train de se passer, même si c'est pas ça. le cas. Oui, bah, Si tu veux, je fais le début, et à partir du moment où Amanda entre, tu prends la suite. Si tu veux, on est arrivé jusque là. Ah oui, et encore ça, c'est au bout non plus. Mais parce qu'en fait, on avait toute cette grosse masse de didascalie sur laquelle il fallait réfléchir pour voir ce qu'il allait garder. En fait, il n'a pas gardé grand-chose. Je sais même de toute façon, Et ça nous a je pense que fait c'est un pareil. peu... Bon, ouais, Mais ouais, quand vous voyez l'image, je commence. Le rideau se lève, l'éclairage est un peu plus sombre que dans la scène précédente. Laura est seule sur scène, allongée sur le dos, vers la gauche, côté cuisine, devant la scène. Enfin, devant. Elle tient à bout de bras une figurine représentant un animal, le regarde, le manipule. Elle se lève, puis court et cache la figurine dans un coffre mural à droite de la scène. Elle s'empresse de prendre la machine à écrire plus devant et retourne à gauche. Elle reste debout avec la machine dans les mains et regarde vers la porte. Amanda descend les escaliers. Lentement, elle porte un trench et un gros sac en cuir, un air sombre désespéré. Elle se pose contre le mur, la tête en l'air et ne regarde pas sa fille. Laura la regarde entrer. Elle tend vers elle la machine à écrire. Perfidie. Trahison. Comment s'est passée la réunion des femmes révolutionnaires? Amanda tourne la tête. T'es pas allée à la réunion du FRA, maman? Non. Non. Elle fait non de la tête. D'aller au FRA. En fait, je n'en ai pas eu le courage. Mais non, parce que justement, c'est juste l'air, elle voilà. parle pas en fait. Moi j'avais dit en s'arrêtant à chaque marche. Dont elle descend les escaliers. Mais elle m'a remarqué que voilà, c'était écrit, donc on pouvait quand même. Là, on peut le Vous lui avez trouvé un air sombre et désespéré, vous? Ouais, quand même. Elle descend les escaliers, ouais. Et son jeu très remarquable, très axé sur les gestes, mais ça, vous avez raison, c'est tout à fait des choses. On peut dire, repréciser, c'est une actrice qui va parler énormément avec les mains, plein de gestes. En même temps, j'ai beaucoup aimé, vous aviez raison, la rareté des prises de parole. Je ne pense pas qu'il manquait quelque chose en fait. Vous avez raison. Là, en plus, eux, on entend les va-et-vient. Donc vous avez juste dit, il va pour sortir, parce que ça c'est important, parce que ça, je pense qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais, et il revient. Je rajouterais juste, il s'approche vers sa mère, même si vous n'avez pas le temps. Parce que comme on sait, et la seule chose que je Il y a rajouterais... le personnage voilà. qu'on a donné qu'au tout début, et c'est vrai qu'à un moment elle agit. Elle s'effondre de plus en plus, mais... Elle se... Vous voyez quelque que chose au le début, net. peut-être au tout début en fait, après elle réapparaît. C'est ça. Mais peut-être, en fait, la seule chose que j'aurais rajoutée par rapport à vos interventions, c'est pendant le rideau se lève, redire qui est au plateau. Mais alors, d'une manière très elliptique. Tom, Laura, sa mère en cuisine. Je réponds pas n'importe quoi, hein, mais voilà, un truc aussi elliptique que ça, pour juste leur donner. Ils auront identifié les voix, donc ils vont tout de suite faire titre. Donc c'est la mère, c'est parti.
Et elle engueule son fils et c'est parti. Voilà, mais c'est la seule chose, sinon c'est super. Au premier étage, je vous le dis en amont, en général on place une cabine. Et nous on dit en direct, moi j'aime bien être dans la salle. Ma collègue Caroline par exemple, l'autre possibilité c'est d'être en régie dans un autre espace du théâtre, dans une salle bien fermée avec la retransmission directe. Et pourquoi vous aimez bien être dans la salle? Parce que moi j'aime me glisser dans le spectacle, choper le rythme du jour, parce qu'en fait, vous savez, un spectacle, selon les soirs, son rythme peut être sensiblement différent. Il y a des spectacles qui gagnent ou qui perdent 6 minutes par soir, c'est énorme en fait. Et selon l'interaction aussi. Selon l'interaction, selon les périodes, les moments d'improvisation, mais pas seulement en fait. Même quand il n'y a pas... Il y a un rythme, par exemple, le dimanche, il y a quelque chose qui se... Et le mardi, les acteurs, quand ils reprennent, ils sont vides. Donc ils vont très très vite, on est là. Et donc en fait ce qui est rigolo, c'est de choper ça, en fait. Et essayer de se caler. Oui. Dans la mesure du possible. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil très discrètement, parce que les acteurs répètent.